en interdiction. Donc aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu tôt, au bout de 48 heures, de savoir si c'est effectif. Il y a eu quelques tentatives de passage durant les derniers jours, des bateaux qui ont fait demi-tour, des bateaux qui ont réussi à passer. Donc là, pour l'instant, les choses se mettent en place pour voir si c'est vraiment dissuasif. Ce qui est sûr, c'est que la pression américaine sur les côtes et les ports iraniens était déjà effective, parce que ça fait plus d'un mois que les Américains attaquent. Et donc, ils ont rajouté à leur liste de cibles, en fait, les ports et les bâtiments maritimes de la marine iranienne. Oui. Comment il fonctionne? On a des questions par rapport à ça. Comment il fonctionne concrètement? C'est-à-dire, là, on voit sur une carte. Est-ce que ça veut dire qu'on met des bateaux ici, à la sortie du détroit d'Ormuz, et on fait la police en fait des bateaux? Ou est-ce que les armateurs, ils savent qu'il ne faut pas y aller et ils n'y vont pas? Alors les deux, déjà il y a l'avertissement, donc chaque armateur prend son risque ou pas, peut juger si la marine américaine va intervenir, et c'est un peu toute la question, c'est avec quels moyens va-t-elle intervenir? C'est qu'il y a l'avertissement, et après il y a ce qu'on peut faire. Donc il y a toute une gradation de moyens. Ça peut être de l'arraisonnement, ou ça peut aussi être une menace cinétique, de destruction. Ça peut aller assez loin, à partir du moment où le blocus est décrété. C'est pas encore le cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de navire qui a été menacé. Donc les navires américains, ils sont situés dans la zone, ils contrôlent le détroit. Après, il y a des hélicoptères qui peuvent assez facilement survoler et se rendre et interroger un navire si besoin. Il y a aussi des moyens aériens qui patrouillent la zone. Honnêtement, tout ça est transparent pour les Américains, et ils ont des capacités de frappe à longue distance. Il n'y a pas besoin d'être vraiment pile devant le détroit, d'autant plus que c'est dangereux. C'est que rapprocher des navires de guerre des côtes iraniennes, c'est les exposer à potentiellement une attaque iranienne. Alors, on est dans cette phase un peu bizarre de vrai-faux cessez-le-feu, mais potentiellement, plus on est proche de la zone, plus c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'au début de la guerre, les navires américains étaient assez en retrait. Ils n'avaient pas besoin d'aller dans le détroit. Là, s'ils veulent exercer un blocus effectif, il faut y être. Et si jamais, à un moment donné, ils ont besoin d'aller arraisonner, c'est-à-dire d'aller interroger un navire, envoyer éventuellement des troupes à bord pour lui interdire de circuler, il faut quand même être assez proche de l'endroit. Justement, savoir si ces navires, ils peuvent être touchés par des frappes iranienne. On en parle depuis le début de cette guerre du détroit d'Ormuz sur le fait qu'il est très compliqué à sécuriser. Est-ce qu'on peut rappeler à nos internautes pourquoi? C'est dû notamment, il me semble, à ce relief qui est ici et qui joue en faveur de l'Iran. Bien sûr, c'est que le blocage du détroit, ça fait partie de la doctrine de défense de l'Iran depuis le départ, comme un moyen ultime de riposte, de dissuasion, et qui n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que l'Iran avait aussi besoin de faire transiter des navires pour son propre intérêt économique. Et c'est pour ça que Trump le bloque pour faire pression sur l'Iran. Pourquoi est-ce que les Iraniens sont capables d'avoir cette menace sur le détroit? Parce que le rail de navigation passe près de ses côtes, que le détroit est très étroit, et donc il est assez facile, depuis des batteries côtières, de tirer soit des missiles, soit des drones. Le délai de réaction est très court, et donc qui est très court rend plus difficile une protection, une interception. Par ailleurs, les Iraniens avaient aussi des petits navires d'attaque qui sont utiles par le passé, et qui sont aussi des bons moyens pour exercer une pression, attaquer un navire, et ils l'ont déjà fait dans le passé. Et ils ont aussi cette capacité de mine qui est dire on peut miner le détroit, il est étroit, il est contrôlable. Il y a une dimension qui est psychologique là-dedans, parce que depuis le début de la guerre, il y a quelques navires qui ont été attaqués par les Iraniens, mais en fait, pas beaucoup en réalité, quelques dizaines, donc c'est vraiment peu de choses. Mais la menace psychologique potentielle est suffisante pour dissuader les armateurs et les assureurs de faire transiter leurs navires. Parce qu'évidemment, si on perd la cargaison, on perd des millions de dollars. Et donc les armateurs préfèrent les protéger plutôt que prendre ce risque qui est trop élevé. Oui, on imagine assez bien. À CMA-CGM, par exemple, aucun bateau ne passerait ici pour une entreprise comme ça, puisque c'est beaucoup trop risqué finalement. Bien sûr, c'est qu'on a bien vu durant ces derniers jours, les Iraniens ont voulu mettre une sorte de droit de péage. Et on a vu des armateurs qui étaient prêts à payer 2 millions de dollars pour faire passer un navire. Donc ce chiffre, ça montre bien la prise de risque et le coût potentiel d'une police d'assurance. Et ça qui rend la chose très difficile, c'est que ces polices d'assurance vont mettre beaucoup de temps à redescendre. Parce que même si rien ne se passe, même si les Américains disent qu'ils ont le contrôle des passages, même s'ils disent que tout est contrôlé,
en fait, le risque potentiel reste là, et donc le trafic peut durablement être réduit, et le coût du passage, du transit, peut être durablement affecté parce que les assureurs, eux, ils ont une logique vraiment mathématique et il faut monter les prix. On voit sur cette carte que je montre actuellement un petit carré, ça c'est le carré des Iraniens qui disaient il ne faut pas passer par là parce que ça pourrait être miné. Il y a ces 2 autres petites routes sur le côté en disant il vaut mieux passer par là. Ça veut dire que le détroit est potentiellement miné. Ça, on ne sait toujours pas à quel point ça peut être vrai. Non, c'est la dimension psychologique de la chose. Effectivement, la circulation dans le détroit, elle est très codifiée. Il y avait effectivement un rail, deux rails de navigation, un sens et l'autre. Les Iraniens, en disant que dans cette zone qu'on voit entre les côtes omanaises et les côtes iraniennes, c'est potentiellement miné, ça oblige, en fait, à cause du relief sous-marin, les navires à passer plus proche des côtes iraniennes. Et donc, ça rend encore plus facile une attaque depuis les côtes, on l'a dit. Donc, le délai est encore plus court. Donc, faire peser la menace, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pour forcer les navires à se rapprocher et donc être davantage dans la ligne de mire. On n'a aucune idée de si c'est vraiment miné ou pas. En fait, il y a certains médias américains qui parlent, sans des sources, d'une 12aine de mines. Certains disent que les Iraniens ne savent pas où elles sont. Les Iraniens ont dit que c'est probablement miné. En fait, personne ne sait. Il peut y avoir quelques mines, une dizaine, un peu plus, des mines au fond de l'eau, des mines dérivantes, et c'est ce qui rend la chose très difficile à contrôler. Alors ça, si on peut expliquer ça, je pense que c'est assez important, parce qu'on pourrait se dire, des mines, on les voit, c'est facile. Mais en fait, des mines, il y en a des dizaines et des dizaines de types différents. Bien sûr, c'est une arme qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup développée parce que ça a un intérêt effectivement psychologique, dissuasif. C'est assez simple, c'est pas forcément très cher. Et donc pour un pays comme l'Iran, qui peut s'approvisionner auprès de la Russie ou de la Chine, c'est un bon moyen d'avoir une pression. Les stocks, ils sont très très durs à évaluer, mais on dit entre 2000 et 6000, grosso modo. Donc tu vois que si on voit bien qu'avec 12 mines potentielles, il y a déjà ce blocage, avec même 2000, il y a de quoi tenir pendant très longtemps. Alors c'est quoi les différents types de mines ? Il y a la mine dérivante. Ça, c'est peu probable qu'il y en ait, parce qu'on perd le contrôle, et donc ça, c'est toujours un peu risqué, même pour les Iraniens. Après, il y a les mines à Orin. C'est des mines qui sont maintenues par une sorte de lest entre 2 eaux. Et donc, c'est ça avec les petites cornes, et quand on les touche, elles explosent. C'est un peu la mine traditionnelle. Mais il y a d'autres mines beaucoup plus complexes. Il y a des mines à influence qui vont se déclencher en fonction de capteurs qui peuvent être magnétiques, sismiques, acoustiques, tout est possible. Et donc, on peut calibrer par rapport à un type de navire. On peut dire, quand c'est un tanker qui pèse tel tonnage, ça peut se déclencher. Si c'est un petit bateau, ça ne se déclenche pas. Donc, on maîtrise l'effet. Et après, il y a aussi des mines qui sont aussi dites remontantes, qui sont vraiment installées au fond de l'eau, parce qu'il y a un ton de profondeur. Pour que la mine ait un effet, il faut qu'elle soit à moins de 100 mètres quand même de profondeur. Mais si le fond est plus bas, on peut mettre la mine au fond de l'eau et la faire remonter comme une torpille en fait vers une cible. Et à ça, on ajoute des choses, on ne sait pas si les Iraniens en ont, mais des mines encore plus discrètes, certaines qui ont la forme d'un rocher et qui seront plus difficiles à détecter par un sonar. Donc toute la gamme est possible. Évidemment, on a peu d'éléments sur ce que détiennent vraiment les Iraniens. Et on imagine, ça c'est une question de Greenfee qui nous demande comment un pays soi-disant aussi affaibli peut-il encore dicter ses conditions à un géant mondial ? Et parce que c'est la dimension effectivement asymétrique, hybride, psychologique de la menace. C'est que les Américains, même s'ils ont réduit à quasiment rien, à néant la marine iranienne, ils ne sont pas en mesure de garantir à 100% la sécurité dans la zone. Parce qu'il y a toujours des drones qui sont très faciles à faire à lancer, parce que les mines potentiellement peut y en avoir, on l'a dit, elles ont pu être posées même avant le conflit. Après tout, on peut imaginer que les Iraniens aient préminé le détroit, tout est possible. Et donc cette asymétrie-là, elle rend très difficile aux États-Unis de pouvoir contrôler la zone. Le parallèle, en fait, c'est l'Ukraine et la Russie. C'est que l'Ukraine n'avait pas de marine, tout a été détruit, mais elle a été capable, par des moyens justement asymétriques, hybrides, d'empêcher la marine russe de manœuvrer dans la mer Noire. Donc c'est la grande leçon aussi de ces deux conflits, c'est que des marines puissantes peuvent être mises en difficulté par des moyens plus rustiques, plus discrets, mais qui exercent effectivement une pression sur le commerce. Une espèce de guérilla, finalement, on pourrait le dire comme ça. Rems qui nous demande combien de moyens militaires, hommes, navires, avions sont nécessaires pour maintenir ce blocus. Est-ce qu'on a une idée du coût pour les États-Unis ?
Le coût, il est difficile à évaluer. Il y a le coût d'emploi des matériels, mais bon, qu'il soit quelque part Proche-Orient ou ailleurs, il coûte toujours quelque chose. Il y a la consommation de munitions, ça c'est le plus important, ça affaiblit les stocks. Il y a la consommation de carburant. En fait, soutenir une opération militaire dans la durée, c'est extrêmement difficile. Ça se prévoit. On peut imaginer que les Américains ont quand même prévu leur stock. Alors, effectivement, Donald Trump avait prévu une guerre plutôt courte, mais l'état-major américain, normalement, s'il a fait son travail, il a prévu les choses dans la durée, il a prévu du réapprovisionnement. Mais toute la question, c'est combien de temps peuvent tenir les uns et les autres. C'est que le coût politique et économique de la guerre pour les États-Unis est très important. Est-ce que Donald Trump peut tenir longtemps? Les Iraniens, il y a un coût qui est faramineux aussi, économiquement, mais on a bien vu que depuis plus d'un mois, ils n'ont pas plié, le régime n'a pas été renversé, il continue à tenir, il se moque à peu près certainement de sa population.